T'as trouvé? Non, toujours pas. Par ici. C'est bon, je l'ai trouvé. Ah ouais, la dinguerie. T'as vu ça? On l'installe? Vas-y, je suis chaud. Ah ouais, il y a jeu.fr. Waouh, à l'ancienne. Tu penses que ça marche encore? Vas-y, essaye. Ça met des plombes à charger par contre. Ah ouais. C'est sûr que ça... Petit flop. Ah. Ah. Ouah, ça a pas changé. Club Penguin, j'y jouais quand j'étais petit. Jure, toi aussi. Ouais, je te jure, je faisais des pizzas sur la place publique. Attends, il y a Age of War carrément. Attends, ouais, à Beauhotel. Moi, j'en jouais grave. En vrai, le jeu, il est incroyable. Mais juste avant de poursuivre cette vidéo, je tenais à remercier le partenaire du jour, HelloFresh. HelloFresh qui est le leader mondial des kits repas qui vous livre directement chez vous des aliments frais et de qualité. Plus de 21 recettes chaque semaine vous sont mises à votre disposition et il y en a pour tous les goûts. HelloFresh s'adapte à votre type de consommation, que vous soyez carnivore, végétarien ou cannibale. Attends, c'était vraiment écrit dans le script ça? Et si comme moi vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, ne vous inquiétez pas, vous pouvez choisir les recettes rapido qui seront rapides à être préparées comme son nom l'indique. Un petit effort par-ci et par-là et on est bon. Cuisinez vous-même à l'aide des ingrédients fournis et des fiches repas, ainsi que l'application mobile qui explique toutes les recettes clairement. En cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran, vous disposez d'une offre jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box HelloFresh, plus 3 cadeaux surprises, alors profitez-en. Vous pouvez modifier les portions et programmer la livraison à votre convenance, et bien évidemment mettre pause ou annuler votre abonnement quand vous le voulez. Merci encore à HelloFresh de m'accompagner sur cette vidéo, et nous, retournons à nos jeux Flash. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle trilogie de vidéos. Aujourd'hui on va s'attaquer à un très gros sujet, les jeux Flash. Et je suis pas tout seul comme vous avez pu le voir dans l'intro, mais je suis accompagné d'un pote à moi, ACK. Donc du coup ce qui va se passer c'est qu'on va s'alterner la parole entre chaque partie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on parlait autour d'un café avec Vince et c'est là qu'il m'a émis l'idée en fait de vouloir faire une vidéo sur les jeux Flash. Et c'est un hasard de fou en fait parce que moi j'ai vraiment passé une énorme partie de mon enfance sur les jeux Flash justement. Du coup voilà, on est là. D'ailleurs il y avait deux manières de faire cet iceberg. La première c'était de le baser sur la nostalgie. Donc plus on descend au fil des étages, plus ce sont des jeux qui nous rappellent des souvenirs lointains. On s'est vite rendu compte que la nostalgie c'était un phénomène propre à chacun. Donc là on a une deuxième idée, c'était de le baser sur l'étrangeté des jeux Flash. Donc pareil, plus on descend, plus ce sont des jeux étranges. Mais là encore une fois on s'est rendu compte que certains jeux étaient étranges de par la nostalgie qu'ils nous rappelaient. Du coup on a opté pour une version hybride des deux. Donc en premier on va parler de jeux qui ont été nostalgiques pour la plupart d'entre vous. Ensuite on va parler de jeux qu'on a galéré à retrouver et qui sont assez étranges visuellement pour le coup et je trouve ça intéressant d'en parler. Ensuite on va parler des jeux d'horreur de l'époque et pour finir on va voir les jeux les plus sombres, malsains et les plus creepy de cette époque. Alors évidemment, on comprend bien que la plupart des jeux qu'on va traiter dans ces vidéos ne parleront pas spécialement à tout le monde, parce qu'on n'est pas tous nostalgiques des jeux Flash, mais on a vraiment fait de notre mieux pour vous retranscrire nos émotions et notre vision de ces jeux d'époque du mieux que possible, et on espère vraiment avoir réussi, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. D'ailleurs on se la donne pour cette vidéo, je crois qu'on peut le voir avec mes cernes, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les différents réseaux ou à vos potes, pour refaire vivre cette époque légendaire. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner car comme je l'ai dit il s'agit d'une trilogie et le deuxième épisode de cette série sortira dans une semaine, le mardi 21 mars à 18h30. Ok donc pas de cours ennuyeux promis mais juste pour vous donner un petit peu de contexte, Flash c'était un logiciel qui permettait aux développeurs de créer des jeux disponibles directement sur navigateur. Et donc c'était très populaire en raison de leur accessibilité, mais surtout et surtout grâce à leur gratuité, donc n'importe qui possédait un PC et une connexion internet pouvait y jouer, tout comme le premier jeu de cet iceberg. PC Breakdown, un classique des jeux Flash qui fait partie de ceux qui avaient complètement disparu de ma mémoire, mais une fois la main mise dessus, ça m'a rappelé tellement de bons souvenirs, alors que lorsque je le regarde maintenant, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, vous êtes en train de rédiger un texte sur Word et d'un coup le logiciel crash, et pris d'une rage folle, évidemment ça vous a pris des heures à écrire, votre objectif était clair, détruire, dézinguer, exploser complètement le setup,
jusqu'à ce qu'il n'en reste que des miettes. Alors voilà, c'était juste ça le but, mais je ne sais pas pourquoi. Mais le jeu m'a énormément marqué, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, alors que c'était juste ultra débile. Néanmoins, ce jeu est devenu un véritable phénomène et a été joué par des millions de personnes, ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose qui nous fait aimer ce genre de jeu. S'il y a bien des gamins qui sont tombés dans l'alcool, c'est bien à cause de ce jeu. Bartender The Right Mix avait un concept simple mais addictif. Vous preniez le rôle de Miguel, un barman, et le but était de réaliser le cocktail suprême, le mouth-watering Cosmopolitan comme il l'appelle. Et donc on avait à disposition une ribambelle de jus de fruits, d'alcool, des glaçons et des citrons. La première fois qu'on y joue, on fait des mélanges aléatoires, surtout en tant qu'enfant on n'a aucune notion de cocktail. Enfin, sinon ça serait inquiétant. Je m'en souviens encore, je m'amusais à mettre une goutte de chaque bouteille dans le shaker pour voir ce que ça faisait, mais le résultat était toujours catastrophique. Donc ce qui était addictif, c'était de trouver toutes les réactions possibles en faisant des mélanges tous aussi abracadabrantesques les uns que les autres. Mais le but final du jeu, c'était de trouver le mélange parfait qui allait éveiller les papilles de notre cher Miguel, à qui on ne fait que torturer son palais depuis tout à l'heure, le pauvre. Bon alors je vais pas faire genre, je suis allé voir sur internet et le mélange parfait serait à base de cranberry, de vodka et d'un glaçon. Voilà, c'est un petit jeu sympa développé par une agence qui s'appelait Plugin Media en 2005 pour Land Securities, une société immobilière. Alors je vois pas forcément le lien entre les deux, mis à part que ça leur a fait un encart publicitaire de fou et explosé en bourse, mais c'est pas ça le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est que celui qui a développé ce jeu, c'était le stagiaire de la boîte. Et donc comme vous le savez sans doute, ce jeu a fait un carton à l'international, plusieurs millions de vues sur les gameplays disponibles sur YouTube ou Dailymotion. Le jeu a tellement fonctionné et fasciné qu'il a même inspiré d'autres développeurs pour créer leur propre variante du jeu, et je trouve ça fou. Vous pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir de vous parler de ce chef-d'œuvre des jeux Flash. Age of War est un jeu de Tower Defense apparu en 2007 dans lequel on doit se battre contre un bot. Nous incarnons premièrement des hommes préhistoriques et plus on gagne en XP en tuant les troupes de l'adversaire, plus on évolue dans les époques en passant par l'âge médiéval, la Renaissance, l'armée de nos jours et enfin le monde futuriste. Chaque génération dispose de 3 troupes différentes, à chaque fois classées par ordre de prix et de puissance croissant. Par exemple, au début du jeu, on a accès à un homme préhistorique avec un gourdin, un autre avec un lance-pierre et un pélo sur un dinosaure. On a également la possibilité de placer des tourelles qui tireront des projectiles une fois que l'ennemi arrive dans leur champ de vision. Et enfin, on dispose d'une attaque spéciale propre à chaque époque. Dans la préhistoire, on peut activer une pluie de météorites, puis une pluie de flèches, un pouvoir de puissance, des bombes et un énorme laser. Et donc voilà, ça c'est Age of War, l'un des jeux les plus connus de l'époque de Flash. Il y a même des gens qui le considèrent comme le pionnier du phénomène. Certains gameplays sur YouTube comptabilisent plusieurs millions de vues, mais pourquoi en fait? À première vue, on dirait juste un jeu un peu gaze parmi des dizaines de milliers. Alors, je vous arrête tout de suite si vous avez pensé ça ne serait-ce qu'à un seul instant. Vous ne savez pas la grossière erreur que vous faites. Vous venez de faire une erreur parce que vous venez d'insulter des millions de personnes, parce que s'il y a bien un truc qui a marqué toute une génération, c'est bien ça. La musique. Pour toutes les personnes qui ont joué comme moi à Age of War en étant petit, réécouter cette douce mélodie plusieurs années après a littéralement provoqué un électrochoc à l'intérieur de mon cerveau. Produite en 2007 par Waterflame, un musicien norvégien, elle s'est directement inscrite dans la tête de millions de personnes avec son ton médiéval. Pour la petite anecdote, quand j'avais 8-10 ans, tous les mercredis après-midi sans exception, j'allais à l'arrière-boutique du magasin que tenait ma mère pour y faire mes devoirs et une fois que j'avais fini, je sautais sur le PC, je jouais au jeu Flash, dont Age of War. Alors ça peut paraître banal pour certains, mais peut-être que d'autres vont se reconnaître dans ce que j'ai dit. Et c'est ça que je trouve fascinant avec les jeux Flash, c'est le sentiment de nostalgie intense que ça procure quand on les a connus. Mais ouais, clairement, le fait de réentendre cette musique, je peux pas m'empêcher de me remettre dans ce contexte-là de quand j'étais petit. Ça me rappelle beaucoup trop de souvenirs dans ce fameux magasin justement. Donc peut-être que vous, ça ne vous fait pas cet effet avec cette musique en particulier, mais peut-être avec une autre, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc après avoir dit que ce jeu était un énorme banger, voyons maintenant qui se cache derrière celui-ci. Son créateur, c'est lui,
Louis-C, de son vrai prénom Louis Simon, il habite au Canada et c'est quelqu'un qui est impliqué depuis très tôt dans l'informatique, environ depuis ses 13 ans, et c'est d'ailleurs l'un de ses profs qui l'a initié au logiciel Adobe Flash. Il a commencé très vite à expérimenter et à créer un premier jeu qui avait pour but de traiter des moutons avant de les envoyer en boucherie, les véganes en sueur. Et puis lui est venue l'idée de génie, créer Age of War. À cette époque, il aimait beaucoup jouer à StarCraft, qui était un jeu de stratégie, et c'est d'ici que lui est venue l'idée de créer des cartes d'attaquants évolutives. Ce que Louis-C voulait représenter à travers ce jeu, c'est que peu importe l'époque dans laquelle nous vivons, il y a toujours eu la guerre et ne semble pas prête de s'arrêter comme le montre le dernier niveau. Peut-être que ces guerres deviendront si importantes qu'elles mettront fin à la civilisation humaine. Bonjour l'ambiance. En parlant d'ampleur, il ne savait pas à quel point son jeu allait devenir aussi populaire dans la communauté des jeux Flash. Mais évidemment, quand le succès arrive, certains problèmes s'ensuivent. Le 2 mars 2011, sur un forum, il va lâcher un pavé intitulé « La mort d'Age of War ». Dans celui-ci, il explique qu'en voyant la réussite qu'était sa création, il s'est mis à créer Age of War 2 en collaboration avec Max Games, qui était un site d'hébergement de jeux vidéo. 15 000 $ lui étaient proposés pour l'aide au développement et créer une partie multijoueur. Il avait donc un contrat disant qu'après Age of War 2, il n'avait pas le droit d'en créer un troisième de son côté avant une période d'1 an. Là-dessus, pas de problème. Il a en fait eu des galères au niveau de la création du jeu, il a dû le recommencer plusieurs fois à cause du langage informatique qui évolue. Alors en voyant ça et que clairement le jeu n'allait pas sortir avant plusieurs années s'il ne faisait pas de concessions, Louis-C et Max Games ont convenu d'annuler le mode multijoueur en revalorisant le budget à 10 000 $, ce qui clairement devenait de moins en moins rentable pour lui. D'autant plus que pour la petite anecdote, il en avait déjà eu pour 9 000 $ de frais pour les décors du jeu. Mais bon, tant pis, il va jusqu'au bout du projet et reçoit son paiement PayPal avec la note suivante. Nous avons les droits de distribution et comme convenu dans notre contrat, il s'agit d'un paiement de 5 000 $, une partie d'un paiement total avec 3 000 $ restant à l'achèvement et la soumission de la version publique à notre date de distribution que nous décidons. Ce charabia veut dire qu'il a été payé 5 000 $ en plus des 5 000 qu'il a dû recevoir au début du projet, comme un acompte, et 3 000 $ bonus car il a bien travaillé. Sauf que 1 an plus tard, une fois que le contrat est venu à expiration, il voulait créer une version pour iPhone. Il recontacte alors Max Games pour leur parler du projet, mais ceux-ci certifient qu'il possède le jeu à vie. C'était donc une belle pirouette que lui avait fait Max Games. Mais est-ce que vous avez trouvé la douille ? Eh oui, c'était dans leur note PayPal. Nous avons les droits de distribution, sans préciser de délai. Totalement démuni et se trouvant dans une zone grise juridique, il n'a pas décidé de les attaquer en justice, d'autant plus que le commentaire PayPal pouvait jouer en sa défaveur. Il s'est donc abattu sur son sort et tombé dans une profonde dépression. Non, juste pour les troller, il a décidé de sortir un jeu similaire nommé Army of Age. Et ce jeu, il l'a développé avec un concurrent de Max Games, Armor Games. Alors, on ne sait pas vraiment si le jeu a fonctionné, on n'a pas les chiffres. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il travaille chez Unity. Donc tout ça, pour lui, c'est de l'histoire ancienne. Tout ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a bercé l'enfance de millions d'enfants. Merci Louis-C. Un bébé qui tire des balles de tennis sur des pirates, ça c'est Raft Wars. Voilà, c'était le meilleur résumé que j'ai pu vous faire. Dans ce jeu, nous incarnons un enfant de 3 ans nommé Simon. Pendant qu'il est tranquillement en train de jouer dans le sable, il trouve soudainement de l'or et du diamant. Les nouvelles se répandent assez vite dans les journaux jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles des pirates. Le but du jeu va être alors de défendre notre trésor avec notre grand frère à l'aide d'un pistolet qui lance des balles de tennis. Une fois les ennemis abattus, plusieurs niveaux s'enchaînent avec d'autres malfaiteurs. Le jeu est assez simple, en plus de ça, les attaquants tirent comme des pieds, donc ouais, on se dit clairement que c'est un jeu pour enfants. Enfin, jusqu'au 8e niveau, dans lequel nos parents sont retenus prisonniers, et où on nous tire cette fois des mines et ils ne nous ratent quasiment jamais les fumiers. J'ai dû recommencer je ne sais pas combien de fois le niveau avant de réussir. Le niveau était tellement complexe que des speedruns ont été organisés, attirant un très large public. Vous savez, c'est comme cette situation où quand vous étiez petit, votre grand frère ou votre grande sœur vous laissait gagner un jeu, mais que d'un coup, il ou elle brise tous vos espoirs d'avoir un don dans celui-ci. Eh bien là c'est pareil, ce jeu m'a énervé premier degré. Si on parvient à terminer le niveau, nos parents sont libérés, mais plot twist, ils prennent en otage un de nos confrères et pour finir le jeu, il faut les abattre. Par la suite, le créateur du jeu sortira Raft Wars 2 qui est globalement le même que le 1, mais en un peu plus élaboré et avec une plus grande diversité d'armes et d'adversaires.
Street Sèche fait clairement partie des jeux qui ont ressurgi de ma mémoire en écrivant cette vidéo. En gros, c'était un jeu de skate avec des graphismes, bon voilà quoi, dans lequel vous avez un parcours à réaliser, en commençant par une rambarde d'escalier, une rue déserte, un parc et enfin une bouche de métro. Vous avez la possibilité de faire des tricks et plus vous en faites des stylés, plus vous gagnez des points. Le jeu est relativement simple, il n'y a pas beaucoup de touches à prendre en main, mais bordel que le jeu n'est pas maniable. Regardez, à peine je me décale et le personnage se rétame contre le sol. Et je ne vous parle même pas du nombre de fails. Aïe, 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 aïe. En vérité, je sais pas pourquoi ce jeu m'a autant marqué, puisqu'en plus de ça, il n'y a qu'une seule map, donc autant dire qu'on en a vite fait le tour. Bon ok, j'ai été de mauvaise langue, apparemment il y a eu d'autres versions de ce jeu, mais perso j'en ai jamais entendu parler. Mais bon, faut pas trop s'emballer, le jeu reste claqué mécaniquement. Un dénommé Ryan Curtis a créé un jeu pour les idiots. Des instructions simples vous sont données comme cliquer sur le carré bleu, cliquer sur le bouton rouge, mais attention car le jeu devient de plus en plus compliqué. Cliquez sur le bouton bleu 3 fois, puis 4 fois sur le bouton orange. Je vais avoir du mal. Une fois les différentes tâches accomplies, le créateur considère que vous êtes brillant. Mais est-ce que, en jouant à un jeu pour les idiots, cela ne nous rend pas un peu plus stupides que nous l'étions déjà ? Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire ? Purple Place était un jeu de mémoire pour les enfants. Alors il y avait plusieurs mini-jeux comme celui des cartes communes à retrouver, retrouver le personnage mystère et le plus connu de tous, Purple Cook, dans lequel il fallait reproduire un gâteau à l'aide de plusieurs machines. C'était un jeu très satisfaisant à jouer et qui, de plus, développait la mémoire et la concentration des enfants, pas comme cette fraude de TikTok. Je ne sais pas si vous aviez joué, mais c'était très satisfaisant à faire, rien à dire de plus. Alors ça, c'était un vrai arc dans les jeux Flash. Les jeux de service de restaurant. Bon, j'ai mis ce nom pour que ça parle à un maximum de gens, mais l'expression savante pour définir ce type de jeu, c'est le time management, ou gestion de temps en français. Et il y avait une réelle mode autour de ce genre de jeux comme Diner Dash, Wedding Dash, Penguin Dinner et Papa's Pizzeria que j'adorais quand j'étais petit. En gros, vous incarnez un serveur ou une serveuse de restaurant, et le but était d'accueillir un maximum de clients, de prendre leurs commandes et de les servir en temps et en heure. Oui, bon, c'est le rôle d'un serveur quoi. Ces jeux sont très prenants et vous pouvez rapidement vous y perdre et passer des heures à tenter de satisfaire le plus de clients possible, et c'est justement ça qui les rend si addictifs. Il y a un certain plaisir à voir le nombre de clients satisfaits augmenter, et voir le restaurant grandir et gagner en popularité. Pour faire cette vidéo, j'ai dû retester tous ces différents jeux, et je me suis surpris à quel point j'ai été rapidement hypnotisé comme à l'époque où j'y jouais. Mais ouais, bel arc en tout cas, j'ai bien kiffé ces jeux, surtout Penguin Dinner. Alors pourquoi je fais une partie dédiée à Papa Louie alors qu'on en a parlé juste avant ? Eh bien c'est parce qu'il y a une quantité phénoménale de jeux dans le jeu. Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa's Cheeseria, Papa's Pastaria, et la liste est encore longue. Chaque jeu est un jeu de gestion de temps mais qui concerne un type de nourriture spécifique à chaque fois. Si un jour vous étiez plus d'humeur burger, vous jouiez à Papa's Burgeria. Si un jour vous étiez plus pizza, vous jouiez à Papa's Pizzeria. Le but étant à chaque fois de préparer des plats pour des clients. Mais étrangement, ce qui m'a le plus marqué, c'était les jeux annexes Papa Louie, comme Papa Louie When Pizza Attack. Mais à la seule différence que le but n'est pas de délivrer Peach, mais nos amis en affrontant des pizzas vivantes. Et tant qu'à s'inspirer de Mario, autant y aller jusqu'au bout. Ah, cette musique, que de souvenirs. Quand j'étais petit, je rêvais de jouer à Mario Kart, mais malheureusement, je n'avais pas de console Nintendo. Alors il a fallu trouver des alternatives, comme entre autres Go Kart Go Turbo. Vous aviez le choix entre plusieurs personnages, un rhinocéros, un cochon, un flamant rose, un singe, un crocodile, un hamster, un chat ou encore un chien. Comme dans Mario Kart, vous démarriez en quinconce, l'animation de la caméra est presque la même, ils ont même repris le même design, mais surtout, le même son du top départ. Il y a aussi des objets bonus, des boosts, bref c'est Mario Kart mais à la ferme. Bon, en vrai je taille le jeu mais je me souviens encore avoir passé de très bons moments sur celui-ci. Club Penguin. Déjà, rien que le nom, je suis sûr que ça fait remonter des souvenirs à pas mal d'entre vous. Club Penguin était un MMORPG dans lequel nous incarnions un pingouin sur une île géante composée de pingouins.
Et vous l'aurez compris, derrière chaque avatar se cachait une personne comme vous et moi. Il n'y avait pas de but bien défini comme dans certains jeux, Club Penguin était principalement utilisé comme un lieu d'échange pour passer du temps avec des inconnus ou pour se retrouver entre potes après les cours. C'était en quelque sorte un réseau social pour enfants. Le jeu était sorti en 2009 en France, donc je devais avoir 6-7 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas forcément de téléphone portable pour contacter ses potes, donc on devait passer par le téléphone fixe des darons, puis appeler sur le téléphone fixe de ses parents. Bref, c'était un autre monde. Donc voilà, ça faisait partie des moyens que l'on trouvait pour rester en contact après l'école ou pendant les vacances scolaires. Mais pour parler plus en détail du jeu, nous voici sur la map, sur laquelle on pouvait retrouver plusieurs endroits comme la crique, la mine, la grande place, le centre-ville, le stade, etc. Lieux dans lesquels on avait accès à certaines activités mais également à des mini-jeux, l'élément phare de Club Penguin. Entre la pêche, l'aquabon, la course de luge, bref, tout y était agencé pour passer du bon temps avec ses amis. On pouvait même avoir notre propre igloo, l'aménager, avoir un animal de compagnie appelé Puffle, bref c'est incroyable. Plus le temps passait et plus de nouveaux joueurs peuplaient l'île de Club Penguin. Et au fur et à mesure du temps, des légendes urbaines commençaient à se construire autour du jeu. Effectivement, sur la map, on pouvait retrouver un lieu particulier, un iceberg. La légende disait que si une quantité élevée de pingouins utilisait un marteau-piqueur dessus, l'iceberg allait finir par se retourner et un cadeau spécial leur serait remis. On ne sait pas d'où est née cette rumeur, mais aussitôt, chaque iceberg de chaque serveur était rempli de forceurs, patientant parfois plusieurs heures derrière leur écran, regardant des pingouins tambouriner la glace. Mais malheureusement, l'iceberg ne s'est jamais retourné malgré les efforts fournis, et le pire, c'est que l'on ne pouvait pas prouver que c'était faux, ni que c'était vrai. Il suffisait de dire que les efforts fournis n'étaient pas suffisants. Mais 12 ans après les amis, 12 ans après ce qui paraissait impossible, c'est produit. Quoi ? Vous n'imaginez pas à quel point un phénomène qui paraît totalement banal a fait vriller le cerveau de plusieurs centaines de milliers de personnes. Oh my god! Oh my god! Ooh, that's real! Au final, ce qu'on y gagnait, c'était un casque bleu. Oui, bon, c'était beaucoup d'efforts pour pas grand chose, je suis d'accord avec vous, mais pour moi, on s'en fout du matériel. Ce qu'il faut voir, c'est que cette légende urbaine avait entretenu un mystère sur plus d'une décennie, et ça c'est beau. Mais l'iceberg n'était pas le seul mystère de Club Penguin. Il y en a eu d'autres, comme le Captain Rockhopper. C'était un personnage non joueur qui n'apparaissait dans le jeu que 2 fois par an, sans prévenir, et si nous le rencontrions, des objets rares nous étaient donnés. Donc vous imaginez bien à quoi ressemblaient les lobbies lorsqu'il faisait son apparition. Vous vous en doutez bien, au fur et à mesure du temps, Club Penguin devient de plus en plus populaire chez les minos, et c'est en partie grâce à quelque chose. Il faut savoir que Club Penguin a officiellement été sorti en 2005 par un petit studio, mais il a été racheté seulement 2 ans plus tard par Disney, pour une valeur de 350 millions de dollars. Donc rapidement, pour contrebalancer cette dépense monumentale, énormément de produits dérivés à l'effigie du jeu verront le jour, comme des peluches, des figurines, des versions pour console, et même des boosters. Mais le plus marquant je pense, c'est le développement des différents abonnements déjà mis en place. Pour ceux qui y ont joué, je pense que vous vous en souvenez, mais Club Penguin mettait clairement de côté les joueurs qui n'avaient pas les moyens de dépenser de l'argent en jeu, de par la quantité colossale de cosmétiques uniquement disponibles pour ceux qui passaient à la caisse. Mais en attendant, Disney s'en mettait plein les poches avec tout ça, en même temps normal, il faut bien rembourser les 350 millions de dollars. Mais plus le temps passe, et plus la gloire qu'avait connue le jeu commençait petit à petit à chuter. On grandit et les nouveaux enfants s'intéressent à d'autres jeux, ce qui fait qu'en avril 2015, Disney a licencié 28 membres du siège social de Club Penguin et le bureau installé en Angleterre a mis la clé sous la porte. Certains serveurs ont même été fermés comme en Angleterre et en Russie, bref, lentement, Club Penguin allait inéluctablement atteindre son point de non-retour. 30 janvier 2017. Ce jour-là, c'était la fin du monde pour les fans du jeu. Parce que ce jour-là, Club Penguin annonçait officiellement l'arrêt du jeu, le 29 mars. Il existe même une vidéo YouTube comptabilisant plus de 16 millions de vues qui montre les derniers instants de ce jeu légendaire.
Par la suite, le staff du jeu a annoncé que ce n'était qu'un au revoir, pour revenir plus fort avec un autre jeu, Club Penguin Iceland. Mais spoil, ça sera un énorme flop, fermant 1 an et demi plus tard. Depuis, des éternels nostalgiques ont créé un serveur privé nommé Aventure Penguin, vous permettant de revisiter la map telle qu'elle était avant, mais ça ne remplacera jamais l'original. Il y avait une vraie déconnexion avec la vie réelle. Si on voulait être pizzaiolo et faire des pizzas sur la place publique, on pouvait devenir agent secret, on pouvait même être guide de la ville. Club Penguin, c'était une réelle safe place dans laquelle il était impossible de s'ennuyer. On avait notre chez nous, notre petit igloo, avec lequel on pouvait participer au concours d'igloo le plus stylé. Un journal pour annoncer les nouveautés était accessible pour se tenir au courant de ce qu'il se tramait. Des rumeurs naissaient comme quoi Rockhopper allait venir demain, mais malheureusement c'était faux. Mais on aimait ce petit monde. À Noël, des événements caritatifs étaient organisés pour soutenir des associations. Il suffisait de donner des pièces virtuelles qui ont été converties par Club Penguin en véritable argent. Club Penguin, c'était toute une époque qui restera gravée à jamais dans la mémoire de ceux qui y ont joué. Pendant la période des jeux Flash, il y avait une affluence assez importante de ce type de jeu, sûrement parce que ça facilitait drastiquement le côté graphique aux développeurs. Et parmi ces jeux, on peut retrouver les plus emblématiques. Electric Man. Un de mes grands favoris perso, je trouvais les attaques et les combos beaucoup trop stylés. Avec les slow motion, non, c'était des bons souvenirs. Territory War. Un jeu assez simple de plateforme au tour par tour, un peu à la Worms. Stick War. Bon là on est un peu sur un mode Tower Defense en 2 camps, avec une statue ennemie à abattre. Et pour vous montrer à quel point c'était un phénomène, il y avait carrément des sites spécialisés dans ce type de jeu, comme ceux que je vous ai présentés précédemment. Henry Stickmin Series. Alors lui, c'est je pense le jeu de type Stickman le plus abouti et le plus ambitieux de tous. Puisqu'ici on parle d'une collection de 5 jeux qui s'étale de 2008 à 2020, et pour vous donner un petit aperçu d'à quel point ce jeu avait conquis internet, on a juste à écrire Henry Stickmin dans la barre de recherche. Bon voilà, je crois que son créateur n'a plus rien à prouver, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard, vous serez surpris sur un point bien particulier à mon avis. Bon, Henry Stickmin, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'histoire d'un personnage qui commet des infractions, qui passe par la case prison, qui s'échappe et qui recommence. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'il se base sur des choix. Par exemple, lorsque l'on doit s'évader de prison, on a à disposition plusieurs outils différents, à nous de trouver le bon. Et même quand on a trouvé la bonne option, on a envie de tester les autres, juste pour voir ce qu'il nous arrive. Alors que les 2 premiers épisodes étaient relativement légers en termes de contenu, les 3 derniers se montrent beaucoup plus complets, avec de vrais scénarios et surtout le jeu ne tourne pas en rond. On est à chaque fois impatient de découvrir les prochains choix. Sans parler de ça, le jeu est bourré de références à la pop culture et aux jeux vidéo. Bon, je vous préviens, on va pas tous les faire car pour vous donner une petite idée, un youtubeur au nom de Two Left Thumbs a réalisé une vidéo de 5h42 pour toutes les relever. Bon, ok une dernière, est-ce que vous reconnaissez ce vaisseau ? Eh bien, en réalité, ce n'est pas une inspiration du jeu auquel vous pensez, puisque c'est le jeu auquel vous pensez qui s'est inspiré de ce jeu. Vous me suivez ? Et oui, puisque la mission Infiltrer le dirigeable a été sortie en 2015, alors qu'Among Us, oui c'est Among Us si vous ne l'aviez pas remarqué, était sorti en 2018. Tout simplement parce que les créateurs d'Henry Stickmin et le créateur d'Among Us sont les mêmes personnes. Inner Slot. Il s'agit d'un studio de développement de jeux vidéo créé à la base par 2 personnes, Marcus Bromander et Forrest Willard. Mais c'est Marcus qui a été le plus impliqué dans la création du jeu. Il faut savoir que ce mec, c'était un vrai tryharder. C'est à la fois un artiste, un animateur, un concepteur de jeux vidéo et un musicien. Pour la faire courte, il a fait à la fois les voix de tous les personnages en prenant plusieurs accents, et il a réalisé également la majorité des OST. Honnêtement, si vous n'y avez jamais joué, je vous le conseille fort, c'est vraiment une pépite de Flash pour le coup. The Fancy Pants Adventures. The Fancy Pants est un jeu de plateforme un peu à la Rayman, dans le sens où il faut aller d'un point A à un point B, tout en ayant des ennemis sur notre passage, et le gameplay est très acrobatique. Créé en 2006, le jeu possède un esthétique très simpliste, mettant en avant une direction artistique dans l'univers du dessin. Celui-ci ne semble pas avoir de réel scénario, juste un jeu satisfaisant à prendre en main. Durant les années qui suivront, sortiront 2 autres jeux avec évidemment des niveaux différents, mais ça reste plus ou moins la même chose. Jusqu'à ce qu'en 2017, Super Fancy Pants Adventures sorte, et là on sent que l'on est vraiment monté d'un cran dans le storytelling. Rien que l'intro nous met dans l'ambiance.
On comprend alors rapidement qu'il y a un réel but au jeu. En l'occurrence, au début, notre objectif c'est de retrouver le chat égaré durant la tempête. Et puis rien qu'en termes de décor, il y a clairement un bond en avant. Non, c'est un très bon jeu. Pour la faire courte, c'est Clash of Clans mais dans l'espace. Il y avait aussi un HDV, des laboratoires, des troupes, des murailles, des pièces d'or, des ressources. Alors on pourrait se dire que c'est un plagiat, mais il faut savoir que ce jeu était sorti en 2010, alors que Clash of Clans, lui, a été release en 2012. À bon entendeur, laissez Galaxy Life tranquille. De base, on pouvait jouer à ce jeu que sur Facebook, mais il a été petit à petit exporté sur d'autres plateformes comme jeux.fr. C'est d'ailleurs là-bas que j'y jouais. Alors c'est compliqué pour moi de restituer la période durant laquelle j'y jouais, je dirais 2012-2013. Il faut voir comment j'étais matrixé à l'époque avec 2 potes à moi, SO à Cyril et Mathis si vous passez par là. Mais j'ai un souvenir frappant, c'est quand mes parents m'envoyaient en colonie de vacances pendant 3 semaines. Et donc à cause de ça, je pouvais plus récupérer mes ressources dans les extracteurs, donc c'était vraiment pas optimisé pour moi. Donc petit malin que j'étais, je demandais à ma mère de se connecter sur le compte et de le faire à ma place. Quelle époque. La méta actuelle de YouTube, c'est les vidéos fit and fun à concept, mais ça n'a évidemment pas toujours été le cas. Si on remonte plusieurs années auparavant, voilà top en 2015, ce qui dominait YouTube, c'était les vidéos gaming. Notamment les jeux.io qui ont su se faire une place non négligeable avec plusieurs millions, voire dizaines de millions de vues sur la plateforme, et ça rien qu'en France. Pour expliquer rapidement, des jeux.io sont des jeux multijoueurs gratuits, souvent avec un système de classement comme Agario, où il faut devenir la plus grosse des boules tout en mangeant ses adversaires, ou encore Slitherio où le principe est à peu près le même, c'est juste la physique du jeu qui change. Et ces jeux-là, s'ils sont devenus aussi populaires, c'est pour de bonnes raisons. On peut y accéder depuis n'importe quel navigateur sans avoir à télécharger quoi que ce soit. Et aussi parce que n'importe quel PC, même celui de ton CDI, peut les faire tourner. Mais ces jeux-là fonctionnent également très bien car ils ont ce côté addictif. À chaque fois qu'on perd une partie, on veut absolument en recommencer une autre pour faire un meilleur score que la fois précédente. Mais pourquoi ces jeux-là ont tous en commun ce fameux .io ? Il faut savoir que le tout premier jeu .io en vue, c'est Agario, créé par un Brésilien de 19 ans nommé Matheus Valadares, et le .io c'est l'extension qui signifie en réalité Océan Indien. Bon, après c'est pas à côté quoi. Bon, je pensais avoir fait une découverte de fou, mais à vrai dire cette hypothèse est un peu foireuse. Mais il y en a une deuxième qui signifie que cette extension est souvent utilisée par des startups technologiques, car ça pourrait signifier in et out. Donc en vrai de vrai on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr c'est que si aujourd'hui on relie automatiquement .io à des jeux, c'est parce que Agario a une telle suprématie que tous les jeux qui suivront reprendront la même extension pour faire partie de cette catégorie et ainsi bénéficier de son image. Personnellement mon jeu préféré c'était Slitherio. Alors oui je sais c'était une pâle copie d'Agario, mais c'est le jeu qui a su me rendre le plus addict à l'époque. Vous le connaissez sans doute, il s'agit là d'un des jeux Flash les plus populaires. PewDiePie, Squeezie et tous les gros youtubeurs gaming y sont passés entre 2011 et 2015. Basé sur la physique ragdoll, lorsque le personnage interagit de manière plus réaliste avec l'environnement, dans Happy Wheels, le but c'est de progresser dans des niveaux customisés avec des personnages qui ont chacun leurs propres caractéristiques. Ce jeu de plateforme est très célèbre, d'une part à cause de la violence graphique lorsque le personnage se casse la figure, notamment avec la possibilité de démembrer le joueur, mais également grâce à l'aspect sandbox de celui-ci. En effet, sur Happy Wheels, n'importe qui peut créer et publier son niveau. Je vous laisse imaginer ce que la créativité d'internet a pu construire sur ce jeu, et autant vous dire que j'ai tout vu sur ce simple jeu de plateforme. Ça demeure cependant un coup de génie du développeur, Jim Bonacci, qui n'a pas eu à se soucier d'alimenter son jeu en contenu puisque les internautes s'en sont chargés à sa place. Gladiator. 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 Si cette musique vous rappelle quelque chose, vous avez soit des goûts droits, soit des goûts de reine. Sword and Sandals 3 est une série de jeux Flash comptant pas moins de 12 jeux sortis au fur et à mesure des années, mais on va ici se pencher sur le troisième opus, Swords and Sandals 3, qui est le plus populaire, et aussi considéré comme le meilleur. Swords and Sandals 3, Gladiae Ultratus. Le principe est simple. Avec une mécanique de jeu au tour par tour, la possibilité de customiser son personnage et d'améliorer ses compétences de combat, le jeu offre une stratégie simple mais efficace. Les graphismes ne font pas le fort du jeu, je vous l'accorde, mais on parle d'un jeu Flash sorti en 2016, soit il y a bientôt 16 ans. Ce qui m'a marqué avec Sword and Sandals, c'est l'atmosphère du jeu.
pouvoir décapiter ses ennemis, tout comme dormir, péter ou danser pendant un combat, et surtout, les musiques du jeu. Et oui, vous êtes un gladiateur, votre but c'est de vous hisser au sommet en terrassant tous les boss du jeu. Au cours des combats, vous pouvez par exemple choisir de soit épargner les ennemis, soit de les achever. Et encore, j'ai dit que les graphismes du jeu étaient pas ouf, mais moi perso, même encore aujourd'hui, j'adore. C'est sans doute la nostalgie, mais regardez-moi ce boss, à quel point il est stylé, genre. Le petit ACK de 9 ans, il pétait son crâne devant ça en fait, c'était juste trop badass. Et il pétait aussi son crâne parce que le jeu est super dur, ou alors c'est juste moi qui étais vraiment nul. En tout cas, Swords and Sandals 3 reste aujourd'hui un très bon jeu flash, ainsi qu'un très bon souvenir. Apparu en 2006, Boxed est encore une série de jeux flash développés par Sean Cooper, qui a tout de même travaillé chez Electronic Arts pendant 20 ans. Balèze le monsieur. Ce jeu fait partie des classiques de chez Crazy Monkey Games, célèbre site de jeux flash que vous risquez d'entendre régulièrement au cours de cet iceberg. J'ai même envie d'ajouter que Boxed est un pilier d'une catégorie de jeux flash très populaire, les jeux de survie / jeux de zombies. Avec des graphismes cubiques qui pourraient nous rappeler vite fait, voire très vite fait Minecraft, le but du jeu est de survivre le plus longtemps possible dans une arène avec des armes contre des zombies et des diables. Le truc, c'est que le jeu devient de plus en plus difficile au fur et à mesure du temps que vous passez dans l'arène, ce qui rend le jeu vachement addictif en plus du fait qu'il était jouable en coop, ce qui pour l'époque était vraiment cool. Le coop, c'était pas vraiment l'équivalent d'un mode multijoueur comme on peut le connaître aujourd'hui. Les jeux flash coop, ça se jouait généralement à 2 sur le même clavier. Skype n'était pas aussi populaire qu'il l'a pu l'être, et on n'avait pas vraiment l'habitude de se connecter chacun chez soi sur un ordinateur pour jouer ensemble et parler. Alors ça peut paraître ridicule, mais jouer à 2 sur un ordi, c'était vachement mieux que regarder son pote jouer et pendant que toi, tu t'ennuies, tu sais pas quoi faire. Après, je sais qu'il y a des gens qui kiffent ça, hein, donc no offense, je juge pas, mais moi je préférais jouer à 2 sur un clavier. Et comme beaucoup de monde, je pense que ça a créé de super souvenirs en plus de ça. Je comprends pas. Fireboy et Water Girl. Un jeu flash qui a l'air assez ordinaire d'apparence, mais il s'agit là d'un des jeux flash les plus appréciés et les mieux notés de tous les temps. Dans ce jeu, vous contrôlez Fireboy qui est la personnification du feu, et Water Girl qui est la personnification de l'eau. C'est aussi un jeu flash intégrant un mode de jeu coopératif, mais pas de multijoueur non plus. Vous progressez dans des niveaux où il faut débloquer des portes en utilisant soit le feu, soit l'eau. Et c'est tout. Pas d'intrigue, pas d'histoire particulière, le concept est simple et c'est sans doute ce qui fait l'immense succès du jeu, en plus d'être coop, ce qui permet aux enfants de jouer entre potes ou avec son frère et sa sœur. Un peu comme Boxed, le fait de jouer à 2 sur le même clavier, ça rendait le jeu trop cool et c'est quelque chose qui s'est un peu perdu avec internet de nos jours. Notamment avec l'avancement des technologies de communication. Perso, j'ai jamais vraiment trop joué, mais je me rappelle que à chaque fois que j'allais sur les sites de jeux flash, genre Miniclip, etc., ce jeu apparaissait tout le temps dans la liste des jeux les plus joués. En tout cas, quand je suis récemment retourné aller voir si le jeu était encore en ligne, déjà oui, il est encore en ligne, et j'ai été littéralement choqué de voir les stats qu'ont fait le jeu sur tous les sites. En gros, le jeu a un nombre d'avis colossal, ce qui fait qu'il ne pouvait qu'avoir sa place dans cet iceberg. Alors là, on ne va pas parler d'un seul jeu, mais de plusieurs jeux flash. Les jeux flash développés par le studio britannique Nitrome. Et si je tiens autant à vous parler directement du studio qui développe ces jeux, c'est tout simplement parce qu'ils sont tous trop cool. Déjà, pour commencer, les jeux Nitrome ont tous un point en commun. La patte graphique rétro, avec des jeux principalement 8 ou 16 bits, comme si l'on jouait à des jeux sur Game Boy Color. Si vous êtes fan de jeux rétro, vous allez être servi. Chaque jeu est court mais original, et se joue uniquement avec les flèches directionnelles du clavier. Et la cerise sur le gâteau, les musiques et le sound design. J'ai honnêtement rarement vu des jeux flash avec des univers sonores aussi aboutis et qualitatifs que dans les jeux Nitrome, surtout pour de simples jeux flash. Allez, j'arrête de m'emballer et je vous montre tout de suite quelques jeux Nitrome qui m'ont marqué. Skywire. Vous êtes aux commandes d'un téléphérique avec 3 petits haricots qui servent de passagers, et dans chaque niveau, vous devez aller d'un point A à un point B, tout en gardant le plus de passagers possible à bord. Off the Rails. Deux gringos se retrouvent au milieu de la pampa, et il faut faire avancer leur chariot sur les rails avant la fin du temps imparti. Y a vraiment rien de plus. Icebreaker.
Celui-là ne se joue qu'à la souris, avec laquelle il faut trancher des pics de glace dans lesquels sont enfermés de pauvres vikings. Aidez-les à rejoindre leur navire, sérieux, on va pas les laisser là. Final Ninja 0. Excellent shoot 'em up en 2D, dans lequel vous incarnez Takeshi, un cyber ninja dont la mission est de réduire à néant les multinationales qui contrôlent le monde en 2028. J'aimais beaucoup celui-là car on pouvait se déplacer partout avec un petit grappin et lancer des shurikens sur des CRS. Et en plus de ça, Takeshi a un flow de fou, et ce jeu est assez complet. D'ailleurs, le studio s'était préparé à la mort de Flash en 2020 et a republié quelques-uns de leurs jeux Flash sur mobile, comme l'excellent Leap Day ou encore Silly Sausage in Midland. Comme vous l'aurez compris, Nitro m'occupe une place importante dans mon cœur d'ex-joueur Flash, une place de nostalgie, de rêve et de références culturelles marquantes. Quand j'étais petit, mon passe-temps avant même d'avoir un téléphone, c'était de squatter la tablette du daron. Et sur les App Store, on a eu une panoplie de classiques des jeux mobiles, comme Temple Run, Candy Crush Saga, Subway Surfers, Fruit Ninja, Jetpack Joyride. Ça va, j'ai débloqué assez de souvenirs chez certains ou pas là? Mais est-ce que vous vous souvenez d'Hungry Shark? Le jeu où l'on incarne un requin affamé dont l'unique but est de manger tout ce qui bouge pour survivre. Eh bien, vous l'aurez sans doute deviné, mais ce jeu est inspiré de toute une série de vieux jeux Flash, les jeux de requins. C'est souvent le même concept. Contrôler un requin qui peut nager et sauter dans les airs pour croquer tout ce qui bouge, des crabes au goéland jusqu'à des putains d'hélicoptères. Du sang, des explosions, des cris, c'est assez trash en général, mais je me souviens qu'avec les vieux graphismes de l'époque, c'était plutôt fun. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire de plus, mais c'était quand même assez populaire pour en parler ici. Je vous préviens, celui-là il revient de loin. Sorti en 2006, soit il y a 17 années, The Classroom est encore une fois de plus un jeu avec un but très simple. Copier sur son voisin pendant un examen sans se faire gauler par le prof. L'aspect très minimaliste n'est peut-être pas le fort de ce jeu, mais je dois reconnaître que c'était très addictif à l'époque, le goût du risque sans doute. Et encore, on parle que d'un petit jeu Flash sorti en 2006. Je pense que vous commencez à comprendre que dans les jeux que l'on traite, l'habit ne fait parfois pas le moine. Connaissez-vous la série de jeux vidéo Super Smash Bros? Je pense que ça vous parle. On va pas parler d'un jeu Nintendo qui avait sa version Flash jouable, mais plutôt d'un jeu Smash-like qui était assez populaire il y a une dizaine d'années, Chaos Faction 2. Dans le même ADN que Super Smash Bros ou encore Brawlhalla, vous pouviez jouer contre des bots ou bien vos potes sur le même clavier et vous affronter dans des arènes. Avec un mode campagne, deathmatch et arènes, des multitudes de personnages différents à débloquer et à customiser, des armes loufoques et un éditeur de map avec des taunts, c'était un vrai banger pour un vulgaire jeu Flash sorti en 2010. Alors on en revient encore à cette histoire de jeu coop, de jeu multijoueur hors ligne, mais je vous jure que je pouvais passer une après-midi à me la tuer avec mon frère sur Chaos Faction 2. Après, pour y avoir joué récemment, ça me fait plus penser à Brawlhalla qu'à Super Smash Bros. Il existait aussi d'autres jeux du même style comme Strike Force Heroes, mais je pense que en termes de qualité et de fun, Chaos Faction 2 était largement au-dessus. En tout cas, ces deux jeux restent complètement jouables, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. A l'instar de Club Penguin, Habbo Hotel est un classique des mondes virtuels en ligne. Et je pense que beaucoup d'entre vous en avaient au moins entendu parler. Il faut dire qu'au début des années 2000, les mondes virtuels en ligne étaient très populaires, avec des titres comme Movie Star Planet, Second Life, Star Stable et Club Penguin. Ces jeux reposent tous sur le même écosystème, les cosmétiques en jeu. C'était littéralement de véritables machines à sous virtuelles, puisque dans ces jeux-là, tout était question d'apparence. Pour se distinguer de la masse, il faut payer pour avoir ce que les autres n'auraient pas en jouant gratuitement. Je ne sais pas si on peut parler de pay to win, puisque dans ce genre de jeu il n'y a pas réellement de but. Vous y jouez pour rencontrer et discuter avec les autres joueurs. Mais il y avait bel et bien une notion de privilège et de rang social étant donné que tout était monétisable. Avoir une monture, acheter des habits, avoir un appartement... Et Habbo Hotel est l'un des jeux reposant le plus sur ce concept de rang social. Virtuel bien sûr. Sorti en 2000, le principe est super simple. Vous incarnez un petit personnage qu'il est possible de customiser comme bon vous semble. Et vous commencez le jeu avec un petit appartement qui vous est également possible de meubler. Pour l'époque, c'était un concept inédit et super original d'avoir votre propriété sauvegardée sur le jeu en ligne, modifiable comme bon vous semble, de pouvoir y inviter d'autres joueurs et de visiter les appartements des autres.
Alors ça paraît beau comme ça, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout a un prix sur Habbo Hotel. Alors en revanche, si vous ne mettez pas d'argent dans le jeu, vous ne pourrez donc pas aller bien loin avec votre vieux sofa et votre tapis tout fade. Alors, comme énormément de personnes qui ne souhaitent pas payer, vous irez plutôt visiter l'appart des autres joueurs, et notamment ceux qui ont les plus prestigieux. Certains appartements étaient de véritables salles de fête privées virtuelles, avec la possibilité de prendre à boire, danser, faire des mini-jeux avec les autres, et surtout de pouvoir flex et s'afficher devant tout le monde si vous aviez des cosmétiques rares et chers. Avec un jeu aussi limité en possibilités et tout de même massivement multijoueur, il fallait donc trouver d'autres manières de s'amuser. Le problème, c'est qu'Habbo Hotel est un jeu destiné aux adolescents, ayant donc 13 ans minimum, et pourtant il y avait énormément d'enfants sur le jeu, moi le premier. Des enfants mélangés aussi à des adultes. Et ça, c'est évidemment dû à la barrière d'âge très facile à contourner sur le jeu, puisqu'il suffisait simplement de mettre une fausse date de naissance sur le jeu pour pouvoir y jouer. Cette diversité dans l'âge des joueurs a fait d'Habbo Hotel un jeu de prédilection pour les trolls, dont par exemple la communauté de 4chan qui lançait régulièrement des raids de très mauvais goût sur le jeu pour envahir des propriétés de joueurs afin d'y faire n'importe quoi. L'un des plus connus demeure à ce jour le raid Pools Close, lancé en juillet 2016 par des membres du forum 4chan, suite à des rumeurs comme quoi les modérateurs de Habbo banniraient les joueurs selon la couleur de peau de leur avatar, des modérateurs qui seraient donc racistes. Les trolls se connectaient alors massivement avec des avatars aux caractéristiques similaires, une couleur de peau foncée avec une coupe afro et un costume, sur les propriétés contenant des piscines pour y bloquer l'accès en se plaçant aux entrées, rendant l'accès à certaines zones impossibles pour les autres joueurs. De véritables blocus virtuels. Ils écrivaient aussi massivement dans le chat des phrases du style « piscine fermée à cause du sida », juste pour rigoler. Ils étaient très bien préparés avec de véritables guides pour participer au raid. Le raid Pools Closed a duré plusieurs jours et a eu une telle ampleur que les serveurs de Habbo ont dû fermer la journée du 12 juillet 2006. C'est allé tellement loin qu'il y a eu de véritables raids dans la vraie vie au siège social de Sulake, en Finlande. Durant les raids dans le jeu, les trolls se plaçaient de manière à former des swastikas et d'autres symboles faisant référence au néonazisme. Ces pratiques ont également été reproduites durant le raid organisé en bas des locaux d'Habbo Hotel avec de vrais êtres humains qui formaient les swastikas. Ces raids ont grandement joué sur la réputation de Habbo, qui est devenu un véritable repère à trolls et à personnes peu fréquentables. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait toujours autant d'enfants présents sur le jeu. Et si j'ai pu parler des raids avec pas mal de légèreté, ce qui va suivre fait qu'Habbo Hotel est un jeu qui va également avoir sa place dans les abysses. Affaire à suivre donc. Est-ce qu'au final, ces jeux sont objectivement bons ? J'ai envie de vous dire, un bon jeu, c'est un jeu sur lequel on s'amuse et sur lequel on passe du bon temps. Mais si on essaye de pousser un peu la réflexion, on peut y dégager plusieurs critères. Un jeu qui a un scénario recherché, une intrigue, des personnages attachants, un bon dénouement, c'est déjà une bonne piste pour dire qu'un jeu est objectivement bon. Mais un jeu n'a pas nécessairement besoin d'une histoire pour être apprécié. Je pense notamment à tous ces jeux multijoueurs comme Call of Duty, FIFA, Rocket League et bien d'autres, qui ont des mécaniques de jeu qui vont défier le côté compétitif des joueurs ou simplement le fun pour d'autres. Il faut aussi que la difficulté soit justement dosée. Un jeu trop simple va vous saouler, quand un jeu trop dur vous fera rager puis abandonner. Si le juste milieu est trouvé, vous avez la recette parfaite pour créer un jeu addictif. Les graphismes peuvent rentrer en compte, mais c'est un bonus on va dire. Bien sûr que si un jeu est énervé graphiquement, on apprécie, mais si c'est pour qu'il soit mal optimisé, c'est pas la peine et ça va faire crier tout le monde. Donc je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que le côté fonctionnel est bien plus important que le visuel. Si on essaye d'appliquer ces critères au jeu Flash, oui ça peut fonctionner. Par exemple dans Age of War, on a un scénario plutôt original, un gameplay cool, avec pas mal de troupes, des attaques spéciales, bref, on s'ennuie jamais. Par rapport à la difficulté, il y a différents niveaux d'expérience. Les graphismes, on va pas trop juger ici, ce serait un peu biaisé compte tenu de l'époque, mais on peut objectivement dire que c'est un bon jeu. A l'inverse, des jeux comme PC Breakdown, Street Sesh et bien d'autres, on va pas se mentir, mais avec un peu de recul, c'est bien gaze. Dans PC Breakdown, tout ce qu'il y a à faire, c'est casser un PC. Dans Street Sesh, le gameplay est vraiment pas ouf. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la nostalgie, et qui aime bien biaiser votre vision de la réalité. Si je dis que PC Breakdown est un bon jeu, c'est absolument pas objectif, puisqu'il ne coche aucune case de mon point de vue. De mon point de vue, je trouve que c'est un bon jeu, puisqu'il me rappelle des bons souvenirs. Donc en réalité, il faudrait plus se dire « c'est un mauvais jeu », mais c'est un jeu qui me rend nostalgique. Alors j'ai pris cet exemple, mais vous, prenez l'exemple d'un jeu Flash qui vous a marqué, et demandez-vous objectivement s'il est réellement bon ou pas. Tout ça pour dire que la nostalgie c'est bien, mais faut y faire gaffe car c'est une petite vicieuse. Après des fois je dis pas, on peut être déçu, on peut se dire que dans nos pensées c'était mieux,
Et ça nous atteint différemment. Certains peuvent se dire comment j'ai pu aimer ça, comme d'autres peuvent juste se dire ok, c'était mieux dans mes pensées, mais ça s'arrête là. En tout cas, moi je fais clairement partie de cette team, celle du je m'en foutisme. C'est-à-dire que même si ma mémoire a enjolivé certains jeux, je le prends pas comme une désillusion. Avoir vécu dans une désillusion pendant tant d'années, je me dis juste que c'était une bonne époque et après tout c'est normal, on était des enfants, on avait une vision différente et il faut juste l'accepter. En tout cas, on arrive à la fin de cette première partie, on espère vraiment que vous l'aurez apprécié et que ça vous aura peut-être déterré quelques souvenirs. Et pour les personnes qui n'ont pas connu cet arc, on espère avoir été assez captivant et vous avoir assez bien introduit vers la suprématie des jeux Flash. Donc n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire, votre avis est super important pour nous. Et sur ce, on se retrouve mardi prochain, donc le mardi 21 mars à 18h30, pour la deuxième partie de cette trilogie. Dans celle-ci, on va parler de jeux visuellement étranges et dérangeants, ainsi que de jeux d'horreur qui sont des pures pépites d'internet. Et sur ce, on vous dit à plus. Voilà, Je fais ça à la fin, je fais. Vas-y, c'est bon. C'est bon.